Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump affirme qu'un accord avec l'Iran pourrait être signé dès ce week-end, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump affirme qu'un accord avec l'Iran pourrait être signé dès ce week-end. Les discussions et les points finaux de ce possible accord avec l'Iran ont été approuvés par toutes les parties concernées, a annoncé jeudi le président américain. L'Iran a nié avoir pris une décision définitive concernant l'accord. Publié le 11-06-2026 23h51 mis à jour le 12-06-2026 minuit 2 temps de lecture, 1 minute Donald Trump à Washington, le 11 juin 2026. Kent Nishimura AFP Donald Trump a assuré jeudi 11 juin qu'un très bon accord avait été conclu avec l'Iran et pourrait être signé dès ce week-end en Europe. Un revirement spectaculaire quelques heures après avoir menacé de lancer de nouvelles frappes. Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran et une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe, a-t-il dit à la Maison-Blanche. Il a fait savoir qu'il n'assisterait pas à cette signature, mais qu'elle aurait lieu en présence du vice-président J.D. Vance. Donald Trump a aussi dit que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei avait validé ce que le président américain a qualifié d'accord cadre très solide et très détaillé avec les États-Unis. Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l'accord, a cependant déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères aux médias d'État iraniens. Le président américain n'a toutefois donné aucun détail sur le contenu de ce compromis, si ce n'est qu'il assurait une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz après la signature, et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé ces informations sur X, précisant qu'Israël ne faisait pas partie de l'accord. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour l'engagement du président américain Trump selon lequel l'accord final, à l'issue des négociations, inclura l'élimination de l'uranium enrichi, le démantèlement des infrastructures d'enrichissement, des limites à la production de missiles, ainsi que la fin du soutien de l'Iran à ses supplétifs terroristes dans la région, a-t-il écrit, suite à un entretien entre les deux hommes. Sujet suivant. Coupe du Monde 2026, en ouverture de la compétition, le Mexique s'impose facilement face à l'Afrique du Sud, France Info. Coupe du Monde 2026, en ouverture de la compétition, le Mexique s'impose facilement face à l'Afrique du Sud. Les hommes de Javier Aguirre India ont largement dominé les débats 2-0, jeudi soir, face à des Bafana trop timorés pour espérer davantage. Publié le 11-06-2026 23h04 mis à jour le 11-06-2026 23h35 temps de lecture. 1 minute L'attaquant mexicain Julián Quinón célèbre son but avec ses coéquipiers face à l'Afrique du Sud, le 11 juin 2026, à l'Estadio Azteca de Mexico. Rodrigo Oropeza AFP à jamais les premiers. Les Mexicains ont remporté le match liminaire de la Coupe du Monde 2026 de foot devant leur public face à l'Afrique du Sud 2-0, jeudi 11 juin, à l'Estadio Azteca de Mexico. L'attaquant Julián Quinón a inscrit le premier but de la rencontre à la 9e minute de jeu à la suite d'une erreur de Yaya Sitole, qui a laissé son équipe à 10 en deuxième période 50e après une nouvelle faute aux abords de la surface, symbole d'une soirée cauchemardesque pour le défenseur des Bafana. Les Sud-Africains, trop brouillons, se sont même retrouvés à 9 après l'expulsion de Tamba Zwane en toute fin de rencontre 82e. Julián Quinón, qui aurait même pu doubler la mise si le poteau ne s'était pas interposé sur l'un de ses plats du pied 42e, a été l'un des grands artisans du succès mexicain, qui n'a souffert d'aucune conteste, jeudi soir, dans l'un des stades mythiques de l'histoire des Coupes du Monde de foot. C'est son coéquipier Raúl Jiménez qui a marqué le deuxième but de la sélection latino-américaine, d'une tête à bout portant à la 67e minute de jeu. La rencontre avait été précédée d'une cérémonie d'ouverture qui a notamment vu Shakira et Burna Boy enflammer les tribunes en interprétant leur tube Dédé sous les yeux de la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, mais pas de Donald Trump, resté aux États-Unis. Dans le même temps, plusieurs manifestants et policiers se sont affrontés à l'extérieur du stade, selon des journalistes de l'AFP. Ceux-ci exigeaient justice pour les personnes disparues, dans un pays marqué par le fléau des violences liées au trafic de drogue. Avec cette victoire autoritaire et convaincante malgré l'expulsion de César Montes 90e 2 à quelques secondes du terme, le Mexique, pays hôte de la compétition aux côtés des États-Unis et du Canada, prend la tête du groupe avec 3 points. La Corée du Sud et la République tchèque doivent s'affronter dans la nuit à Guadalajara, au Mexique, pour tenter de le rejoindre. Sujet suivant. Mort de Liana, révélation sur le profil de Jérôme Barella, de ses années lycée à son arrestation, France Info. Pendant des années,
Jérôme Barella a semblé mener la vie ordinaire des pères de famille sans histoire. Il est aujourd'hui suspecté d'être un pédocriminel. Comment a-t-il pu échapper au radar? Proches, amis de jeunesse, parents de victimes. Enquête sur les deux visages d'un homme poursuivi dans 9 procédures différentes. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Bien souvent, les photos de famille ne racontent pas toute l'histoire. Celle de Jérôme Barella le montre souriant, aimant. Un mariage, 2 petites filles, aux yeux de tous, l'album d'une vie ordinaire dans le Gers, jusqu'à cette fin mai 2026. Le père de famille sans histoire est devenu le principal suspect dans la mort d'une enfant, Liana. La justice déterre même 9 autres procédures qui le visent pour des faits antérieurs, dont des viols. Comment est-il passé sous les radars? Itinéraire d'un monsieur tout-le-monde, soupçonné d'être un pédocriminel en série. À Florence-Gers, le 29 mai, tout le monde cherche Liana. La collégienne n'est pas rentrée après les cours. Un homme fait mine de s'en inquiéter auprès de ses voisins, comme Audrey. Il est venu nous demander si on avait vu cette petite, parce qu'il la cherchait partout, ou qu'elle avait disparu, raconte-t-elle. Cet homme est Jérôme Barella, un parent d'élève qui va vite devenir le suspect numéro 1. À Montestruc-sur-Gers, où il habitait, la nouvelle de son interpellation laisse d'abord le village stupéfait. On me dit, c'est Jérôme. Je me dis, putain, c'est lui? C'est monsieur tout le monde, quoi, confie un habitant. Mais petit à petit, les langues se délient. Jérôme Barella organisait des soirées pyjama pour les copines de ses filles. Son comportement tactile avec les enfants mettait certains parents mal à l'aise. 4 jours après la disparition de sa fille, la mère de Liana elle-même se remémore certains détails troublants. Elle nous avait dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle. L'équipe de L'Œil du 20h a rencontré une autre mère de famille de Fleurance. Elle se dit que ses enfants ont peut-être échappé au pire. Quelques jours avant la disparition de Liana, elle avait croisé Jérôme Barella avec ses propres filles. Quand il a vu ma grande, il a dit, ça te dirait, qu'on fasse une soirée pyjama? J'ai juste répondu, on verra, raconte-t-elle. Jérôme Barella choisissait il aussi un peu ses proies. En tout cas, je me dis peut-être qu'il utilisait ses enfants pour attirer ses petites proies à lui, avance la mère de famille. Pourtant, Jérôme Barella n'a longtemps éveillé aucun soupçon dans son entourage. L'équipe de L'Œil du 20h a retrouvé plusieurs de ses anciens camarades, à l'époque du lycée et de l'internat à Auch. Il laisse le souvenir d'un garçon apprécié mais réservé. La bande de copains qu'on était, on est tous un peu sous le choc. Disons que ce n'est pas la personne qu'on a connue. Alors, il y en a qui se posent des questions, est-ce qu'à l'époque, il n'y aurait pas eu des tendances comme ça? Moi, je ne pense pas, témoigne Yannick, un ami d'enfance. Ses plus proches continuent de le fréquenter après le lycée autour d'une passion commune pour les cartes. Des soirées-jeux, où il laisse entrevoir un côté plus sombre, notamment avec son épouse, ça me peine de dire ça, mais il paraissait un peu misogyne. Parfois toxique avec sa femme, pas du tout déconstruit. Mais jamais il n'a montré des signes de quoi que ce soit qui pourrait être hors la loi. Pourtant, à l'abri du regard des adultes, Jérôme Barella ferait des propositions inappropriées à des mineurs, comme le rapporte une collégienne après la disparition de Liana. Ma copine allait dormir chez lui, et il l'avait réveillée pendant la nuit, il a demandé s'il pouvait dormir avec elle, raconte-t-elle. Que savent les parents de ces avances? Certains ont tenté d'alerter. En vain. En 2017, la mère d'une élève du lycée de l'Île-Jourdain-Gers découvrait la relation de sa fille de 17 ans avec Jérôme Barella. Il a alors 32 ans. Il est entendu par la police mais la relation est considérée comme consentie, le parquet d'Auch classe donc l'affaire sans suite. En 2020, nouvelle alerte, Jérôme Barella, alors agent de maintenance au lycée de Lectoure, toujours dans le Gers, entretient une relation avec une élève. La région met fin à son contrat, mais aucun signalement n'est transmis à la justice. De 2023 à fin 2025, Jérôme Barella fréquente un club d'arts martiaux avec ses propres filles. Il y fait la connaissance d'une enfant de 10 ans, que nous appellerons Rosa, et l'accuse de l'avoir violée à plusieurs reprises. Sa mère a porté plainte en août 2025 contre Jérôme Barella. L'Œil s'est procuré sa déposition. Elle éclaire ce qui ressemble à un mode opératoire. Jérôme Barella aurait offert beaucoup de cadeaux à Rosa, 200 € de vêtements, des poupées et des peluches. C'est ce que la mère raconte aux enquêteurs, il les justifiait en disant qu'il considérait Rosa comme sa fille. Moi,
J'ai toujours refusé qu'il offre des choses à ma fille. Selon elle, il appelle aussi fréquemment sa fille sur son téléphone. Je lui disais de raccrocher, mais Jérôme râlait et disait que je lui interdisais de lui parler, et qu'il ne comprenait pas pourquoi je l'éloignais d'eux, poursuit-elle. La mère de Rosa tente alors de prendre ses distances. Elle raconte aux enquêteurs la très vive réaction de Jérôme Barella. Il voulait à tout prix voir Rosa. Je le refusais, mais Jérôme menaçait de se suicider. J'ai tenté de l'éloigner, mais plus je le faisais, plus il faisait preuve d'agressivité verbale, a raconté la mère de famille. Pourquoi la gendarmerie n'a-t-elle jamais convoqué Jérôme Barella? Depuis, le directeur général de la gendarmerie a présenté des excuses, et une enquête administrative est en cours. Au club d'arts martiaux, l'histoire laisse un immense sentiment de gâchis et de culpabilité. Il y a eu 7 plaintes depuis 2025. Il en avait connaissance, puisqu'il avait fait du chantage à la maman pour qu'elle retire la plainte, etc. Et je ne cesse de me dire qu'il s'est peut-être dit, celle-ci a parlé, la suivante ne parlera pas. Je vais faire en sorte qu'elle ne parle pas, partage un membre. Combien d'autres enfants Jérôme Barella a-t-il pu approcher? Dans son téléphone, les enquêteurs ont découvert plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. L'équipe de L'Œil en a retrouvé un, où il s'abonne au profil de centaines de filles. Beaucoup semblent très jeunes. Selon la presse locale, Jérôme Barella est incarcéré à l'isolement à la prison de Mont-de-Marsan-Land. Contactés, ses avocats n'ont souhaité faire aucun commentaire. Il reste, dans la soirée du jeudi 11 juin, présumé innocent. Sujet suivant. Vidéo. Sur l'ensemble des peines de prison prononcées chaque année, 10 000 ne sont toujours pas exécutées 5 ans après, France Info. C'est un fait reconnu des magistrats eux-mêmes. En France, un certain nombre de peines de prison ferme ne sont exécutées que des années après la condamnation. Si pendant 4, 5 ans, il ne se passe rien, c'est comme si cette peine n'existait pas, admet une juge des applications des peines dans cet extrait des Envoyés spéciales. Depuis 2020, les peines de prison ferme d'une durée de moins d'1 an sont presque toutes aménagées, par exemple commuées en détention à domicile sous bracelet électronique, mais pas forcément exécutées. Dans cet extrait des Envoyés spéciales, voici les explications d'une juge d'application des peines GAP du tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Albertine Munoz s'exprime au nom du syndicat de la magistrature, qui représente environ un quart des magistrats du pays. Première difficulté, débordés, les GAP n'ont pas toujours les moyens de mettre en place ces aménagements. Dans le cabinet d'Albertine Munoz, à Bobigny, les peines à aménager représentent les 2/3 de celles qui restent à traiter, ce qu'on appelle le stock. Selon elle, faute de temps, environ 600 condamnés n'ont toujours pas été convoqués 5 ans après les faits, 4 ans après la condamnation. Et parmi eux, certains ne seront peut-être jamais retrouvés. L'engorgement des tribunaux génère des délais si longs qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à toucher les gens. Ce qui fait qu'on les perd de vue, que ce soit les personnes condamnées ou les victimes. Et donc ces peines ne sont pas exécutées. En France, sur l'ensemble des peines de prison prononcées chaque année, 10 000 ne sont toujours pas exécutées 5 ans plus tard. En cause, un manque d'effectifs que dénonce Albertine Munoz. Le tribunal de Bobigny compte 11 juges d'application des peines. Pour respecter les normes européennes, il en faudrait le double. La pénurie est la même à l'échelle nationale, avec 9 000 magistrats pour près de 70 millions d'habitants, soit 2 fois moins que la moyenne européenne. Pour y remédier, l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait lancé à son arrivée au ministère un plan d'embauche pour la justice, qui promet 1500 magistrats et 1800 greffiers supplémentaires d'ici 2027. Mais cela reste insuffisant pour rattraper les effectifs des autres pays d'Europe. Extrait de Les naufragés de la justice, un reportage à revoir dans Envoyé spécial le 11 juin 2026. Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de France Info, rubrique Les émissions. Sujet suivant. L'ONU déplore les violences au record des colons israéliens en Cisjordanie, France Info. L'ONU déplore les violences au record des colons israéliens en Cisjordanie. Les colons israéliens sont les auteurs de 6 attaques en moyenne par jour contre des Palestiniens, relate l'Organisation des Nations Unies. Publié le 11-06-2026 22h15 temps de lecture, 1 minute. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric à New York, le 4 mars 2026. John Lamparski Nur photo AFP. Les violences des colons israéliens en Cisjordanie occupée atteignent un rythme record.
L'ONU a déploré jeudi 11 juin une moyenne de 6 attaques par jour, entraînant victimes ou dommages. Selon les chiffres du Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires OCHA, le nombre d'attaques de colons ayant causé des victimes ou endommagé des biens cette année en Cisjordanie a désormais dépassé les 1000. Ces attaques affectent plus de 230 communautés sur l'ensemble du territoire, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Le rythme actuel des attaques de colons est le plus élevé jamais enregistré sur une année, a-t-il souligné. Plus de 2200 Palestiniens ont été déplacés cette année par les violences des colons et d'autres restrictions d'accès, et des centaines d'autres ont été déplacés en raison de la démolition de leur domicile par les autorités israéliennes, a-t-il d'autre part rappelé. Plus de 500 000 Israéliens vivent en Cisjordanie hormis Jérusalem-Est annexée par Israël, dans des colonies illégales au regard du droit international, au milieu de 3 millions de Palestiniens. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont explosé dans ce territoire en marge de la guerre de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.